Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'FC. Et avant de vous présenter notre plateau, voyons ensemble les sommaires de cette émission. Dans un premier temps, nous parlerons de la finale retour de la Ligue des Champions et du classement FIFA concernant les équipes africaines. Nous appellerons Joseph-Antoine Bell, candidat à la présidence de la FECAFOOT. Deuxième grand titre, focus sur deux pays, le Burkina Faso et Madagascar, avant la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Et puis troisième titre, les grands rendez-vous du football, et nous reviendrons sur la Ligue des Champions en Europe et puis les arbitres africains mobilisés avant la CAN. Et puis bien sûr, nous parlerons du Paris Saint-Germain. Sur le plateau avec nous, il y a donc Georges Guimbus, agent de joueur, mais qui est en pleine reconversion. En ce moment, je l'ai entendu dire, il n'est pas obligé de donner les détails. Il est camerounais, n'est-ce pas Georges Guimbus? Bonjour, bonsoir. Bonjour José, c'est toujours un grand plaisir de retrouver ce plateau et de retrouver ton humour habituel. Oui. Et puis Samy Mochtabi, notre édito qui est là avec nous. Bonjour José. Pour traiter l'actualité, pour commenter et analyser l'actualité avec nous. Nous allons parler des internautes tout de suite. Très simple, comment voyez-vous la CAN 2019 au Cameroun? Vos réactions sur Facebook, Africa 24 et le Twitter avec Africa 24. À la une de l'FC, tout de suite. Et nous rentrons dans le vif du sujet avec la finale retour de la Ligue des Champions entre Al Ahly et Espérance de Tunis, ou le contraire, car c'est Espérance de Tunis qui recevait. Tout le monde attendait ce rendez-vous, qui a eu lieu en Tunisie, je vous l'ai dit, et à l'aller, les Égyptiens l'avaient remporté. Le résumé de cette rencontre avec la rédaction. Champion contre toute attente. Battu par le géant égyptien Al Ahly du Caire par 3-1 à l'aller, l'Espérance a renversé la situation au retour avec beaucoup de maîtrise à domicile. Devant 60 000 supporters au stade olympique de Rades, le club de Tunis a infligé à Al Ahly un revers sanglant sur la marque de 3-0. Les Tunisiens ont ouvert le score en fin de première mi-temps avant de corser l'addition. En face, avec peu d'occasions, Al Ahly n'a jamais su réellement revenir. En rappel, la même affiche en 2012 avait tourné en faveur du club égyptien qui avait remporté le titre devant les Sanyors. L'Espérance de Tunis accroche ainsi un nouveau titre à son palmarès africain, remportant cette année sa 3e Ligue des Champions après 1994 et 2011. L'Espérance représentera l'Afrique à la Coupe du Monde des clubs en décembre 2018 aux Émirats Arabes Unis. Exactement, nous allons voir le tableau. Avant de retrouver le plateau, à l'aller, 3-1 pour Al Ahly. On croyait bien que Al Ahly allait l'emporter, et le retour avec l'Espérance de Tunis qui bat Al Ahly sur le score de 3-0. Alors, jingle et le débat tout de suite. Alors Samy, je commence par vous. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Oui, clairement, honnêtement, vu le match aller, même si voilà, il y avait pas mal de controverses par rapport aux 2 pénaltys accordés par l'arbitre algérien par la VAR, il y avait une énorme polémique sur ça, mais Al Ahly quand même à l'expérience, c'est 8 Ligue des Champions. On sait qu'en 2012, ça a été très bien dit dans le résumé, ils avaient fait 1-1 à Al Ahly, ils avaient gagné 2-1 à l'Espérance de Tunis, donc au stade de Rades. Donc on savait, moi je pensais qu'Al Ahly allait tenir, même s'il y avait des absents. Il y avait le Marocain Azro devant, qui avait été suspendu pour avoir déchiré son maillot, avoir participé à cette triche. On peut très bien l'annoncer. Il y avait aussi Maloul, le Tunisien, qui était absent à gauche. C'est pas l'arbitre qui s'était fait berner? Il a quand même vu les images, je sais. En tout cas, ça avait été très filou. Même Carteron, ça n'avait pas été blanc sur cette histoire. Donc bon, c'était compliqué. Et finalement, je pense que les Tunisiens se sont servis de cette polémique. Ils se sont nourris de cette rage, puisqu'ils se sont sentis floués. Et cette injustice a permis à l'Espérance de réussir cet exploit. Je trouve que c'est une super image pour le football africain. Le scénario, je ne parle pas du niveau de jeu, je parle vraiment du scénario qui était énorme, quoi. Le troisième but, sinon
synonyme de victoire à la 86e, je crois. C'est impressionnant. Le stade de Radès, pardon, en feu. On sait très bien que là-bas, l'Espérance, si le stade suit, ça peut être très compliqué. Et ouais, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est une très belle victoire pour l'Espérance de Tunis qui se replace sur le toit de l'Afrique. Et Georges, un stade en fusion, il fallait s'y attendre à ce retour en Tunisie? Bien sûr, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il y a déjà une vraie passion qui anime les compétitions africaines, surtout à ce niveau-là. La deuxième chose, comme il l'a dit, il y a eu toutes les frustrations liées au match aller qui font qu'il y a eu ce sursaut d'orgueil et c'est positif de le souligner parce qu'ils se sont servis de leur frustration, pas pour continuer à se plaindre, mais pour se remodifier, pour parvenir à faire cette remontada à l'africaine. Et après, ce qui est intéressant, quand on regarde à la fin du match, des photographes qui oublient même de prendre des photos, mais qui se joignent aux joueurs qui leur tombent dessus, ça c'est les belles images du football africain, c'est-à-dire cette vraie passion qui fait que tout le monde est impliqué, du photographe au spectateur. Et effectivement, les arbitres, eux, ils doivent rester neutres, mais il est logique de souligner qu'au match aller, il y a eu quelques controverses. Après, le seul bémol que je peux apporter à tout ça et la seule déception, c'est la CAF qui est plus ou moins intervenue parce que la suspension d'Azaro ne vient pas de l'arbitre, vient de la CAF après le match. Je pense qu'à ce niveau, ils auraient pu attendre le match retour après le suspendre peut-être pour la suite des compétitions africaines, parce que là, ils sont quand même largement intervenus en faveur. Il n'y a pas que ça. Hein. Ils ont aussi, comment dire, le stade de Radès était suspendu. Il y avait 2 virages qui étaient suspendus parce qu'en demi-finale, il y avait eu des incidents. Et 2 virages, c'est 20 000 places. Donc le stade aurait dû être de 40 000 places. Ouais. Enfin, et finalement, ils ont levé la sanction. Donc c'était encore un bonus de plus pour les Tunisiens. Ça fait quand même 20 000 supporters en plus. C'est quand même. Donc voilà, donc je trouve dommage qu'entre match aller et match retour, que la CAF intervienne comme ça et par des sanctions administratives. Parce qu'on peut dire qu'ils ont quand même d'une manière ou d'une autre influencé. Parce que quand vous enlevez à une équipe son attaquant, vous avez participé plus ou moins à la compétition, il devrait se mettre en retrait et attendre. Ce d'autant plus qu'il y a eu la VAR, ce qui était une première dans une compétition, un match de ce niveau en Afrique. Il y a eu la VAR, l'arbitre a pris une décision. Donc à quoi sert dans la VAR? C'est pour qu'après les dirigeants de la CAF se mettent devant des vidéos et qu'ils prennent des décisions sur ce qui s'est passé au cours de match. Moi, c'est la seule déception que j'ai pu avoir. Sinon, pour le reste, c'était positif et agréable. Est-ce que la Commission ne devrait pas aussi frapper très fort la Commission de la CAF? Alors, Samy, l'Espérance de Tunis qui remporte en plus son 3e trophée. Oui. Alors, du côté de Al-Khali, l'entraîneur va se faire virer sans doute? Oh non. Du chamboulement, non? Carteron doit être reçu par la CAF puisqu'il avait aussi déclaré qu'il s'était pris, un coup dans les travers du stade égyptien. Au match aller, il s'était pris un coup de pied dans les fesses, c'était ses mots. Donc il doit passer en commission. Je pense pas quand même. Il a un certain palmarès en Afrique. Il a déjà gagné une Ligue des Champions avec le TP Mazembe. Il a quand même atteint cette saison la finale de la Ligue des Champions avec Al-Ahly. Ce serait quand même dur, honnêtement. En tout cas, sportivement, il y a peu de raisons. Voilà. Ok. Ouais. Nous allons voir la Coupe de la Confédération maintenant avec le programme. Le 23 novembre, il y aura Raja Club Athletic contre l'AS Vita Club. Et la finale retour, ce sera le 30 novembre entre l'AS Vita Club et Raja Club Athletic. Vous allez miser un billet, s'il fallait miser un billet, Georges, vous l'auriez mis sur quelle équipe? Je ne miserai pas, mais je pense qu'à l'expérience, le Raja de Casablanca devrait quand même avoir un léger avantage. Après, aujourd'hui, dans le football, les écarts entre les équipes se resserrent tellement. Le niveau technique, tactique et physique, aujourd'hui, l'expérience, ça compte quand sur des petits détails, mais sur l'ensemble de matchs, surtout sur les matchs aller-retour comme ça. Tout peut se passer, donc moi je reste totalement neutre et j'espère avoir du beau spectacle. C'est le Camerounais qui a parlé, le Marocain, qu'est-ce qu'il en dit? Mais je vais suivre notre ami, mais je suis d'accord, je pense que le Raja, historiquement, le Raja c'est à peu près comme l'Espérance de Tunis, c'est 3 Ligues des Champions, ils ont un palmarès aussi long comme le bras en Afrique et au Maroc. Maintenant, l'AS Vita Club, sur les années récentes, sportivement, ils ont plus prouvé que le Raja, qui a un petit peu perdu de son éclat ces dernières années, mais c'est vrai que normalement, mais ça, du 50-50. Allez, on va dire du 50-50, sinon on va dire que je suis chauvin après. Voilà. Moi, de mon côté, je dirais que le match retour ayant lieu en RDC, ça va être difficile. Tu te mouilles alors. Deuxième sujet, pas tellement quand même. Nous passons à l'analyse du dernier classement, donc FIFA des Nations. Regardons où en sont nos sélections avec la rédaction.
Dans le classement FIFA du mois d'octobre 2018, la Tunisie occupe la première place africaine en pointant à la 22e place au niveau mondial. Le podium est complété par le Sénégal et le Nigeria, alors que les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2019 ont été prises en compte. La RD Congo a chuté d'une place par rapport au classement de septembre. Le Maroc est 5e et on note les belles progressions de l'Égypte qui se replace avec plus 6 au niveau mondial, de l'Ouganda plus 4, du Gabon plus 4, de Madagascar plus 6, du Burundi plus 6 et surtout de la Namibie et du Zimbabwe qui gagnent cette place. Le prochain classement est attendu le 29 novembre 2018. Alors, Samy et Georges, regardons le classement. Qu'est-ce qui vous choque dans ce classement? Tout d'abord, Georges, avec la Tunisie qui est en tête devant le Sénégal. Ensuite, nous retrouvons le Nigeria. Voilà, messieurs, Georges, qu'est-ce qui vous choque? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement? D'accord ou pas d'accord, j'ai regardé un peu le règlement du classement et quand on connaît le règlement, ce n'est pas très choquant. On peut juste être déçu quand je regarde le top 50, qu'on n'est que 3 équipes africaines au top 50. Après, on sort d'une Coupe du Monde, on sait quand même qu'une année comme celle de la Coupe du Monde, parce que le règlement a été revu en août dernier, il me semble. Donc maintenant, après la FIFA l'a très bien expliqué, il y a une formule avec des pondérations en fonction des confrontations, des niveaux relatifs des clubs. Donc tout ça fait que les clubs africains qui n'ont pas brillé lors de la dernière Coupe du Monde ne sont pas favorisés. Maintenant, on ne peut que faire comme nos amis tunisiens en CAN, c'est-à-dire se servir de cette frustration qu'on peut avoir de ne pas avoir assez de représentants peut-être dans le top 50 pour essayer de travailler plus pour qu'il y ait des matchs de qualification qui vont arriver, il y aura des matchs amicaux, il y aura une CAN l'année prochaine pour qu'on ait plus d'équipes africaines dans le top 50 et que là-dedans, des nations plus ou moins historiquement avec une renommée beaucoup plus internationale sur le plan historique, comme peut-être le Cameroun, l'Égypte, essaient de retrouver quand même leur place. Mais moi, je dirais pas que je suis choqué par le classement, au contraire. Moi, je suis agréablement surpris de voir que aujourd'hui, ceux qui travaillent sont devant et ceux qui ne travaillent pas, ils sont à la traîne. Donc, le football, on parle de fair play, on parle d'équilibre dans les chances. Donc, le classement, il est ce qu'il est sur la base des résultats que chacun produit sur le terrain. RDC, Cameroun, ça vous pose pas quelques questions quand même? C'est vrai que récemment, ce ne sont pas. Le Cameroun a quand même gagné la CAN en 2017. Maintenant, il y a pas... Et la RDC qui est devant le Maroc? Ouais, mais après, le classement est fait comme ça. La RDC aussi surfe aussi sur sa CAN 2015. Vous avez fini 3e. Le problème, c'est que pour ce qui est du top 50, pourquoi les Africains n'y sont pas? Il n'y a qu'à regarder la dernière Coupe du Monde. Ça a été un échec total des pays africains. Aucun représentant en 8e. Ça a été dur à accepter pour le continent parce qu'on avait beaucoup d'espoir avec des équipes comme le Maroc ou le Sénégal qui avaient quand même, pour moi, des effectifs taillés pour au moins passer cette phase de poule. Maintenant, le problème des pays africains, c'est aussi la stabilité et la régularité. L'Algérie ou par exemple la Côte d'Ivoire, qui avait 2 belles générations, qui surfaient sur une dynamique plutôt correcte de 2010 à 2014, et bien regardez où ils sont maintenant. Les Algériens ils galèrent actuellement pour se qualifier pour la CAN. La Côte d'Ivoire n'a pas su se remettre de l'après-Drogba. Donc c'est un peu ça le problème. Le Cameroun, pareil, a eu du mal aussi à se remettre de l'après-Eto'o. Il n'y a pas de régularité des grandes nations, des grosses nations africaines au niveau international. Et c'est ça le gros problème. C'est pour ça qu'on ne les voit pas aux premières places actuellement. Merci Samy et merci Georges. Parmi les candidats en course maintenant pour la succession de Tombi Aroko Sidiki, il n'y a pas Jérémy Sorel, le JTAP Fotso. Vous le savez, je parle bien sûr de la Fédération camerounaise de football, la FECAFoot. Donc il y a pas mal de personnalités qui sont candidats, notamment, je pourrais citer quelques noms, il y a Gilbert Kadji, il y a Michel Kaham, et j'imagine aussi que Georges suit ça de très près. Peut-être Georges est candidat, nous ne le savons pas. Alors Joseph, lui, il est bien candidat. Joseph Antoine Bell en ligne avec nous depuis Yaoundé. Alors Joseph, qu'est-ce qu'il pense du football camerounais en ce moment? Écoutez sa réponse. Je pense, moi, que le football camerounais a avant tout besoin de 2 choses aujourd'hui, l'intégrité et la compétence dans la connaissance du foot, dans la vision qu'on peut avoir. Figurez-vous qu'on pourrait faire de grands et jolis programmes pour le football camerounais, mais la base même n'est pas mise en place. C'est-à-dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de calendrier pour aucun niveau de compétition. Ce n'est pas le défaut du championnat départemental, ce n'est pas le défaut du championnat régional, c'est le défaut de l'ensemble de notre football. Et donc,
comment voulez-vous que les gens progressent si les entraîneurs ne savent pas quand ils joueront et contre qui ils joueront? Vous pouvez très bien arriver le matin du match et on vous dit qu'on vient d'annoncer à la radio que votre match a été reporté. Vous ne savez même pas pourquoi. Et donc, du coup, ce genre d'incertitude et ce genre de comportement absolument désinvolte ne peut pas encourager des financiers à venir. Donc, le football camerounais est très, très, très pauvre parce que personne d'intéressant ou pas grand monde d'intéressant et d'efficace ne le regarde ni ne s'y intéresse, ne peut investir dedans. Alors, Joseph, est-ce que les instances gouvernementales vous apportent leur soutien, mais est-ce qu'aussi le milieu du foot camerounais vous apporte aussi son soutien? Tout le monde a constaté que notre fédération manque d'intégrité, que notre fédération manque de vision, que notre fédération manque de compétences et qu'elle est manifestement trop mal gérée. Lorsque vous êtes obligé de mettre à la porte les 3/4 de l'effectif, il y a un problème. Vous ne pouvez pas... la mission de normalisation vous dit cette fédération pourrait marcher avec une trentaine de personnes. Il y en a 120. Se tromper d'autant, c'est beaucoup trop grave. Donc, vous voyez bien. Donc, je veux dire que l'accord, pour moi, l'accord initial, c'est sur les critères et les valeurs. Une fois que vous avez dit intégrité et compétence, vous allez vous demander si un Joseph-Antoine Bell est intègre, alors à son âge, vous pourrez regarder dans son passé s'il y a quelque chose. Puis ensuite, vous dites, est-ce qu'il connaît le foot? Vous direz s'il connaît le foot. Et à ce moment-là, si vous êtes honnête vous-même, vous concluez que oui, il est fait pour le job. Mais le problème n'est pas de l'aimer particulièrement et intuitif personnel. Voilà, Georges, nous sommes un peu à la bourre. Un petit mot oui, juste à propos dire, de ces élections, prochaines élections. Mais déjà, j'espère qu'elles auront lieu. Ça fait trop longtemps qu'on est englué dans cette crise au Cameroun. Il y a un deuxième comité de normalisation qui a été mis en place, qui est en train de conclure ses travaux. Et pour l'intérêt du football camerounais, on espère qu'il y aura vraiment des élections. Et parmi les candidats qui ont été cités, je pense qu'il l'a dit lui-même, Joseph-Antoine Bell, intégrité, compétence, expérience, il l'a. Il y a d'autres qui l'ont également. Et il serait salutaire pour lui et même pour le football camerounais compte tenu de son passé. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans déjà qu'il essaie de diriger la fédération. Donc c'est un long combat qu'il mène. Et il a l'expérience, la connaissance, l'intégrité. Donc je pense qu'il pourrait très bien le faire, tout comme d'autres qui ont été cités dans votre liste. Un petit clin d'œil aux filles, vous le savez, il y aura la CAN féminine au Ghana à partir de ce 17 novembre avec donc pour les premiers matchs en groupe A par exemple Mali-Cameroun, il y aura Ghana contre l'Algérie et puis pour le groupe B Zambie-Kenya et Nigeria contre l'Afrique du Sud. Et puis je voudrais juste vous dire que nous avons appris la disparition de l'entraîneur ivoirien Norbert Sakara à la suite d'une longue maladie. Il a entraîné l'Alliance et l'Africa Sport avec qui il a remporté la Coupe et la Supercoupe, ancien professeur d'éducation physique, il aurait été atteint d'un cancer du foie. C'est la fin de la première partie de cette émission. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure pour la partie 2 avec un focus sur 2 nations.